Putain, mais on va m'entendre respirer et tout, là. Ça va être l'enfer pour n'importe qui. Non, ça va, en vrai. Tu vas voir, on respire, mais respire tranquille. Ouais. Alors, il est paniqué. Je suis intimidé par Dans tout, le mail, il vraiment. m'a dit Juan, il est trop fort. Comment Oui, je vais exactement. Bah ouais, exactement. Je sais pas si je parle trop près du micro ou pas assez près. Je sais pas où me Alors, situer. façon, là, il te- t'es pas mal. Ok. De toute façon, j'imagine que tu feras des signes si jamais. Là, il va te le bouger en fait. Ouais. Pour un truc. Y a pas de souci. Oh mon dieu. De toute façon, ça sera jamais autant que moi où il me fait Laura parle dans le micro. Parce que des fois, Laura, elle parle comme ça, puis au bout d'un moment, elle est en mode. Et du coup, tu dis. Ouais. Le micro. Moi, je bouge Le- beaucoup et tout en plus. Donc là, c'est pour ça que je suis un peu comme ça pour essayer de me tenir. Tendu là, déjà. Moi, je bouge de fou. Hop là. De toute façon, je touche à mon micro alors qu'il faut pas le faire. Oui. C'est un enfer. Ça fait des échos après dedans. Ça fait. Oui. Et en plus, des fois, je me suis rendu compte que quand ça fait du bruit là, ça fait aussi du bruit dans les vôtres. Donc, du coup, quand j'essaie de le couper, ça marche pas. Donc, je suis vraiment en mode, faut que je trouve un autre système pour ces putains de micros. Plaisir. D'autres pieds et tout. Faut que je les mette, en fait, faut que je les mette sur. Moi, je tape dans les Sur la tables et stick. tout aussi. Je tape dans les stylos, de la gourde. Vraiment. Moi, j'essaie de le faire que pour des effets comiques, mais parfois, ça m'est arrivé. Genre, c'est pas vrai. C'est pas mal. Et bonsoir à tous. Bonsoir Laura. Et bonsoir Robin. Et comment ça va? Bah ça va très bien et toi? Bon, écoute, on se retrouve pour quoi? Un 4e épisode de Neurosciences là. Ouais. Et on reçoit aujourd'hui Thibaut Delem. Oui. C'est ça, c'est Delem? C'est Delem, mais Delem. il y a des gens qui disent Delemes, donc Delem, ça me va. C'est vrai qu'il y a 2 L et 2 M du Tout coup. est compliqué, oui. Ça commence bien. Ça va être un super Attends le épisode. titre. Pardon. Restez. Donc tu viens nous voir parce que tu es en 2e année de doctorat sur un sujet qui est étude de la plasticité morpho-fonctionnelle du système Relaxin 3 RXFP3 chez un modèle de douleur chronique. Oui, Ok, exactement. très bien. Voilà. Ça va c'est être sympa. Oui, ça va être super, vous allez voir. Alors, du coup, si on rentre directement dans ton sujet, tu nous parles du coup voilà, d'une étude sur la plasticité morpho-fonctionnelle. Alors, Oui. Qu'est-ce que c'est que la plasticité et morpho-fonctionnelle? Alors, la plasticité, en gros, c'est des changements, là en l'occurrence dans le système nerveux, dans certaines régions là, du cerveau, qui sont dus à un événement en particulier. Donc ça peut être plein d'événements, et là, moi, dans mon cas, c'est la douleur, du coup, et la douleur chronique. Et en l'occurrence, la douleur chronique inflammatoire, qui est un type de douleur chronique particulier. Donc ça, c'est pour la plasticité. Donc en gros, c'est les changements qui vont se passer dans le cerveau à la suite d'une douleur qui persiste, une douleur chronique. Et morpho-fonctionnel, c'est les deux aspects des changements qu'on peut observer. Ok. Morpho, du coup, c'est les changements du circuit, quoi, en gros. Morphologique, enfin C'est ça, exactement. C'est en gros les cartes du cerveau qui vont changer un peu. Le cerveau, il va s'adapter à ce qui se passe à cause de la douleur. Et du coup, ça va créer des changements, des embranchements de neurones un peu différents, etc. Et pour la partie fonctionnelle, ça va plus être dans le fonctionnement, ce que ça implique comme changement, comme résultat de l'activité du cerveau. Et là, en l'occurrence, ça va être par exemple des souris qui ont... là, en l'occurrence, moi, je m'intéresse chez la souris. À la suite d'une douleur, on va avoir un changement dans comment la douleur va être perçue. Donc là, il y a des petits trucs, différents types de perceptions. Il y a des stimuli qui vont être non douloureux, qui vont devenir douloureux. Et puis, il y a tout ce qui est déjà douloureux à la base, quoi qu'il arrive, qui là le sera encore plus. Et donc ça fait partie des changements fonctionnels qu'on peut observer chez la souris. Voilà. Enfin, là, dans un cas de douleur chronique. Ouais, t'es aussi sur des modèles du coup murins pour Oui. commencer ta thèse, ouais. Oui. Il a appris le mot murin. Le murin. Je l'ai appris À dans l'épisode l'épisode d'avant, d'avant. je suis trop content. Allez. Ça a envie de dire sur des souris. Je suis chez un modèle murin, exactement. Ça fait plus joli, c'est vrai, que souris. Oui. Et du coup, tu observes les modifications donc qu'il peut y avoir sur le cerveau directement en termes physiques, tu vois, genre t'as tout j'ai envie de dire qu'on peut toucher, même si c'est pas vraiment Oui. ça, mais
qui est le morphologique, et tout ce qu'on est sur le fonctionnel, c'est la manière dont les neurotransmetteurs vont passer d'une synapse à l'autre. Alors oui, moi ça va plus être quel est l'effet là en l'occurrence moi c'est quel effet l'activation du récepteur là dont on parlait là dans le titre, donc RXFP3, le récepteur pour mon neuropeptide, la relaxine 3, l'effet de son activation sur la douleur de la souris. Et du coup aussi, qu'est-ce que sa présence ou pas fait comme changement fonctionnel, comme changement de comportement chez la souris, si elle ressent plus ou moins de douleur et a différents types de stimuli, quel changement ça induit, quoi. Donc, Et donc du coup c'est bien que tu aies commencé à en parler parce que ça m'a déjà perdu. Mais tu as dit que tout ça va avoir... Du coup toi tu vas t'intéresser surtout au système relaxine 3 RXFP3. Ouais. Donc RXFP3 c'est ton récepteur. C'est le récepteur, ouais. Okay. Alors là moi en l'occurrence c'est vrai que le titre de ma thèse c'est plasticité morpho-fonctionnelle. Moi ma spé en réalité c'est plus le morpho. Plus spé dans la neuroanate que dans tout ce qui est comportement de l'animal, etc. C'est juste que forcément c'est le résultat de la morpho, et je peux pas juste dire ça m'intéresse de savoir comment c'est organisé et après dire le résultat du changement je m'en fous un peu. C'est juste que dans un premier temps c'est plus facile de venir décrire comment c'est organisé, enfin c'est plus facile, il faut commencer par savoir un peu comment c'est organisé, s'il y a des changements ou pas, pour ensuite voir comment sont ces changements là. Et donc du coup là en l'occurrence le but c'était de venir voir au niveau du récepteur et des neurones qui émettent la relaxine 3 s'il y a des changements. Et donc le récepteur c'est RXFP3 et c'est un récepteur couplé à une protéine G. Ce qui, une protéine G. Protéine G. Qu'est-ce que c'est une protéine G ? Une protéine G, donc en gros le récepteur il va venir réceptionner mon petit peptide là, qui s'appelle la relaxine 3 et la protéine G c'est l'instrument en plus quoi, de ce récepteur. Il y a des récepteurs qui fonctionnent sans protéine G, juste ça se fixe et puis il se passe quelque chose. Et là il y a besoin de cette petite protéine qui est collée au récepteur, mais à l'intérieur de la cellule. Qui vient activer du coup ton récepteur quoi. Non, elle va venir activer d'autres choses. En gros ça va plus être le résultat de la fixation du neurotransmetteur à la base. D'accord, en gros quand mon neurotransmetteur va venir se fixer sur le récepteur, la protéine G qui est liée au récepteur, elle va aussi s'activer et venir activer toute une cascade de choses qui se passent en intracellulaire dans la cellule. Et y compris venir activer à côté des canaux ioniques, etc., qui peuvent induire une excitation, une inhibition du neurone en question, quoi. Donc c'est vraiment un instrument, il faut imaginer juste que le récepteur, là, il a besoin d'un petit instrument en plus pour pouvoir agir sur des récepteurs alentours ou d'autres éléments à l'intérieur de la cellule, quoi. Et du coup, est-ce que si tu as... donc la relaxine 3, c'est le neurotransmetteur. C'est un neuropeptide en fait, donc c'est un peu différent d'un neurotransmetteur, mais ça y ressemble beaucoup, c'est juste plus gros, quoi, on va dire. C'est un gros neurotransmetteur, ouais. Donc du coup, dès qu'il rentre dans ton récepteur, il n'y a pas forcément quelque chose qui se passe, il faut qu'il y ait l'activation par ce qui va se passer, c'est que ça va activer la protéine G. Et là, moi, en l'occurrence, c'est une protéine G inhibitrice. Elle va venir, les GI-GO, mais globalement, elle est inhibitrice, quoi. C'est un peu, sinon, c'est pas intéressant. Elle va venir activer aux alentours des canaux ioniques inhibiteurs qui vont créer une hyperpolarisation de la cellule, donc une inhibition du neurone qui a été contacté, on va dire. Donc le résultat, moi, pour faire simple, parce que c'est vrai que là, ça devient de suite très compliqué. L'inhibition d'un neurone, je sais pas ce que c'est déjà. En gros, tu diminues son activité. Le but, c'est soit tu la stimules et donc ça va générer des potentiels d'action dans le neurone suivant. Donc pour le stimuler et qu'il puisse lui continuer à communiquer avec les autres, soit tu inhibes son activité, donc tu le calmes. Ouais, tu le calmes, c'est ça, Et soit tu l'excites, soit tu le calmes. Et ça a quel intérêt du coup de calmer un neurone ? C'est un autre type de message. Tu changes le signal, quoi. Oui. En gros, il y a... faut imaginer qu'il y a besoin quand même à un moment donné, on peut pas avoir un cerveau en constante excitation, sinon ça serait le bazar pour plein de trucs. Et là, en l'occurrence, dans le cas de la douleur, par exemple, dans la transmission d'un message douloureux, il y a aussi besoin d'éléments qui viennent inhiber l'activité de certains neurones pour éviter qu'on ait mal justement tout le temps, quoi. Et donc là, moi, par exemple, notre hypothèse à nous, c'est de dire que la relaxine 3, elle va... au travers son effet inhibiteur de d'autres neurones dans certaines régions du cerveau, elle va avoir un effet analgésique, donc de diminution de la douleur au final, quoi. Voilà, l'aspect fonctionnel, le résultat de ça, c'est censé être une inhibition, en tout cas là, des tests que nous on a fait dans un premier temps. C'est ça, c'est une analgésie, quoi.
Ok, d'accord. Une analgésie. Une analgésie, ouais. Bah, c'est un effet analgésique, c'est un effet du coup de relaxation. C'est une diminution de la douleur. On enlève la douleur. L'analgésie, c'est ça globalement. Pourquoi ça me dit quelque chose? Les médicaments analgésiques. Ouais. Par exemple, les opioïdes, l'opium, tout ça. C'est pas un médicament, ça. Non, mais le tramadol. Le tramadol. La morphine, la codéine, c'est des médicaments. Ok, ouais, mais ça doit. Il y a des médicaments avec de l'opium et tout. Ouais, les opiacés, ouais, j'avais vu. Ça m'a rendu fou ça quand j'ai appris ça. Et donc ça, c'est un effet. Ça, c'est un effet analgésique. Et donc là, le problème en fait aujourd'hui, c'est que malheureusement, ces médicaments-là, ils font pas le job complet d'analgésie. C'est qu'ils retirent ils retirent plus ou moins efficacement l'aspect douloureux, mais ils retirent pas tous les problèmes qui peuvent être liés à la douleur, qu'on appelle les comorbidités. Okay. Donc une comorbidité, en gros, c'est le résultat, c'est un problème, c'est une maladie qui est liée à une autre maladie en amont, quoi. Genre anxiété, addiction. Ouais. Des grandes copines. Dépression, addiction, grande copine. Anxiété, dépression, grande copine aussi. Est-ce que tu peux arrêter d'écrire ma vie? C'est pour ça que je donnais des exemples concrets. Là, en l'occurrence, c'est dépression, stress et douleur. Donc les gens qui ont des douleurs chroniques, ils ont un terrain anxieux beaucoup plus grand, ils ont des symptômes dépressifs dû à l'anxiété. Et dû au fait que ils ont mal tout le temps, donc forcément ils sont un peu tristes. Oui, tu m'étonnes. Puis en plus, si t'as mal tout le temps et que tu commences du coup à stresser de te faire mal tout le temps, ça doit t'amener dans un mood c'est un peu la loupe. Donc c'est pour ça que juste traiter les symptômes de j'ai mal, c'est pas suffisant. Et là, nous, le postulat qu'on fait, c'est de dire la relaxine 3, ça pourrait tout faire. C'est super. Ouais, ça pourrait être la solution pour calmer les douleurs sans passer par d'autres types d'analgésiques qui sont pas spécifiques. Ouais, exactement. Là, ça serait très spécifique et en plus, il y aurait vraiment un aspect régulation des symptômes psychiatriques qui serait important. Là, la relaxine 3, la base, toute base, quand on a cherché à l'étudier dans le cerveau, les premières choses qu'ils ont montrées, c'est en fait des effets anxiolytiques et antidépressifs. Et donc, à la suite de ça, il y a des gens comme dans mon équipe qui se sont intéressés en disant ok, mais ça c'est super, mais du coup, est-ce qu'on peut pas traiter en plus la douleur du coup? Et donc, si on arrive à calmer l'aspect douleur dans le sens sensoriel du terme, on a mal. Et qu'on sait déjà que ça traite les aspects dépressifs et stress, c'est super, ça comble tout. Donc voilà. Ouais, ce sera assez fou. Donc du coup, en fait, est-ce que ta recherche, c'est de mettre au point des techniques pour stimuler cette relaxine 3 le système relaxine 3 Neuro 3. Là, l'objectif principal, moi, c'est de savoir déjà comment c'est organisé. En gros, là, on sait que la relaxine 3, les fibres qui émettent, les neurones qui émettent la relaxine 3, on sait où est-ce qu'elles se trouvent, mais on ne sait pas trop avec qui elles font vraiment des contacts, ni exactement comment. Ouais. On voit à peu près dans quelle région du cerveau. Tu veux pas trop que ça soit trop dispersé, il faut que ça reste quand même plutôt spécifique pour que ce soit une cible thérapeutique. Oui, alors il faut que j'arrive à savoir quels sont les neurones qui vont être contactés par la relaxine 3. Ouais. Là, on sait à peu près où est-ce qu'on en trouve, dans quelle région du cerveau, mais on ne sait pas encore exactement dans quelle mesure ça contacte tel ou tel type de neurone. Et ça, c'est ce que j'essaye de montrer moi là en ce moment. Okay. Et on voit... Là, on est en train aussi d'essayer de regarder quels sont les neurones qui ont le récepteur pour la relaxine 3, parce que ça, c'est un super point pour savoir qui est contacté. Et la précédente étudiante en thèse, là, juste avant moi, elle a fait tout ce qui est activation. Là, tu parlais tout à l'heure de... Est-ce que moi, mon but, c'est de savoir comment activer. Nous, on a plusieurs moyens de le faire, soit de manière exogène, en gros, on envoie... Exogène. Exogène, endogène. Vous ne verrez pas tous les yeux que je vais faire pendant cet épisode. Pardon. Endogène, c'est tu l'as déjà dans le corps. Ouais. Exogène, c'est quelque chose que tu apportes. Par exemple, quand tu fumes, c'est exogène. Ah, merci Laura. C'est exact. Il faut une Laura dans la vie de tout le monde. Elle simplifie les propos de tout le monde. Moi, je parle à des enfants. Exogène, c'est ce qui vient de l'extérieur. Endogène. Endogène. Exo, extérieur. Endo, tu l'as en toi. Donc du coup, t'as tout ce qui va être endogène, c'est stimuler du coup les... Mais par exemple, la dopamine, c'est dans ton cerveau, c'est endogène. C'est ça. Si tu prends de la nicotine qui n'est pas dans ton cerveau, tu la fais rentrer dans ton cerveau, c'est exogène. Ouais. Là, techniquement, en gros, il y a de la relaxine déjà dans le cerveau. Mais là, ce qu'on a déjà cherché à faire, c'est pas de venir voir comment on pouvait booster la relaxine. La faire augmenter, diminuer, tout ça. Ça, on n'a pas tout de suite, on n'a pas cherché à faire ça. On a juste mis une canule, donc un petit tube dans le cerveau de la souris. Et puis on injectait directement de manière exogène, donc du coup à travers une seringue un agoniste, donc quelque chose qui ressemble très 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 fort à la relaxine 3,
qui va venir dans une région spécifique du cerveau où on sait qu'il y a des récepteurs, etc., pour venir activer ça. Et déjà, ça, là, c'est ce qu'a montré la précédente étudiante en thèse, elle a remarqué un effet. Et donc, en fait, elle, ce qu'elle remarque, c'est que du coup, bah oui, ça a un effet positif sur tout ce qui est hyperalgésie et allodynie. Là. Donc, ces trucs des stimuli douloureux et non douloureux qui le sont maintenant encore plus ou qui le sont tout court, juste. Et elle voit un effet positif, elle voit un effet d'analgésie, d'amélioration de l'état de la souris. Et donc ça, c'était déjà une super avancée sur le côté. Ah bah oui, ça a un effet. Maintenant, est-ce que, parce qu'on peut pas mettre des petites canules, on peut pas mettre des petits tubes dans le cerveau des gens et leur injecter comme ça, est-ce qu'on peut pas juste trouver un moyen? Est-ce que quand on stimule ce qui existe déjà dans le cerveau, est-ce qu'on peut obtenir des effets similaires? Là, c'est ce qu'on essaye aussi de faire là, en parallèle de ce que j'écrivais de neuroanat, de description des cartes, etc. Est-ce que c'est des solutions trouvées médicamenteuses ou est-ce que c'est plutôt une autre manière de stimuler ça que vous cherchez? Là, on le fait à travers des virus. On a différents types d'adénovirus. On en a 2 en l'occurrence. Là, on essaye de le faire de manière assez aspécifique en juste faisant en sorte, en gros, de venir injecter un virus dans une région spécifique du cerveau, qu'on sait qui est importante dans la douleur, et de faire en sorte que tous les neurones qui vont être infectés, quels qu'ils soient, émettent de la relaxine 3. Pour que du coup, les neurones qui, eux, possèdent le récepteur pour la relaxine 3 soient activés, parce qu'en fait, elles le soient de manière chronique tout le temps, parce qu'en fait, tous les neurones du coin, là, maintenant, avant, ils n'en émettaient pas, mais maintenant, ils émettent de la relaxine 3, et voir s'il y a un effet. Et là, les premiers résultats qu'on a, c'est que, bah oui, visiblement, il y a un effet. Et donc, il faut tester dans plusieurs régions du cerveau pour voir si c'est reproductible par rapport à ce dont on parlait là au début, le côté exogène, est-ce que c'est reproductible par rapport à l'injection tout court. Donc ça, c'est une des premières techniques, faire en sorte que n'importe quel neurone de la région qui nous intéresse émette de la relaxine 3 maintenant. Via un virus. Via un virus, ouais, exactement. C'est la base, mais c'est souvent la base en fait en neuro. Ah ouais, c'est souvent. Ouais, en fait, pour faire exprimer des choses que tu exprimes pas d'habitude dans ta cellule, le plus simple c'est de passer par un virus. Ouais. Parce qu'il y a des virus qui peuvent infecter tes cellules, foutre leur ADN dedans, et ça peut créer les protéines que tu veux en fait. Exactement. Et en fait, vous avez des virus entre guillemets neutres qui ont rien, et vous leur foutez un truc. En fait, c'est des vésicules, c'est genre une boule, tu le balances et il exprime ce que tu veux. Faut vraiment imaginer le virus, c'est un vecteur, quoi. C'est vraiment le train qui rentre à la gare, quoi. C'est juste que tu peux pas rentrer à la gare sans train, donc on a besoin du train, quoi. Parce que c'est illégal, mais. Et du coup, bah voilà, on a juste besoin de ça pour rentrer dans la cellule facilement. Donc on sert du virus comme vraiment moyen de transport, quoi, et d'infection surtout. Le virus, par contre, c'est une cellule ou c'est un regroupement de plusieurs cellules? Ça, je confonds à chaque fois. C'est ni l'un ni l'autre. C'est encore un autre truc. C'est encore moins que ça. C'est moins qu'une cellule. C'est juste un noyau. C'est vraiment un sac, quoi. C'est un sac. Je sais pas comment l'expliquer bien parce que même moi je serais pas. C'est un petit truc que tu fous en fait dans une cellule au final. Oui. Et tu balances cette cellule ou tu balances le virus directement. Oui, pardon, tu disais. Je disais c'est plus petit qu'une cellule. C'est plus petit qu'une cellule, ouais. Ok. Exactement. Je parle pas assez fort dans le micro, c'est ça. C'est moi qui l'ai mal placé là pour le coup. Mais c'est vraiment plus petit. C'est vraiment, en gros, je sais pas comment. C'est tellement petit que ça peut rentrer dans la cellule tranquille et venir. Ça fait sa vie. Ça va venir l'infecter et lui donner ses propres propriétés, quoi. Donc si là le but du virus c'est de faire en sorte que tous les neurones du coin émettent la relaxine 3, là ce qui nous était notre but, il va rentrer dans toutes les cellules du coin. Et du coup, toutes les cellules du coin, maintenant, leur nouveau super pouvoir, c'est d'émettre de la relaxine 3. Et donc, ça sera juste ça. Parce qu'en fait, on peut choisir qu'est-ce qu'on va lui faire exprimer et on peut le neutraliser au maximum pour qu'il serve juste à ça. Ouais. Oui, il n'a aucun effet négatif. De façon génétique, on peut faire ça. Et donc, du coup, après, on fait ce qu'on veut, en fait. Tu injectes ton virus, tu peux faire des virus qui remontent dans les neurones jusqu'au corps cellulaire. Il y en a, tu fais l'inverse. Il y en a, tu les fais se balader dans les réseaux. Pour marquer les réseaux, tu peux faire un peu ce que tu veux. Ouais. Tu fais exprimer des protéines, tu fais exprimer des récepteurs. Il y en a un qui peut me faire avoir des abdos rapidement. Parce que ça fait mal. On va essayer de développer ça. Je suis pas sûr que c'est en neuro, peut-être en physio qui font ça. On va aller voir les physios un peu. On peut monter une boîte qui fait ça. La start-up, faire des abdos. Alors, le seul inconvénient, c'est que vous tombiez malade, quoi. Voilà. Mais vous aurez des abdos béton, quoi. Mais non, vous tombez pas malade. En fait, c'est ça le principe. Mais t'es infecté. Mais non, mais t'es infecté. Pas vraiment. Justement, tous les virus t'infectent pas, enfin, n'ont pas des effets toxiques, surtout. Oui, c'est ça. Mais oui, on parle d'infection, mais c'est pas forcément négatif. Non. C'est vraiment juste un moyen de transport. Là, par exemple, là, on s'en sert. Là, j'en parlais pour le côté fonctionnel, donc faire en sorte que ça ait un effet analgésique ou pas, etc. Mais moi, je m'en sers aussi en neuroanatomie, par exemple, pour juste faire en sorte que certains types de neurones en particulier, maintenant, deviennent vert fluo, quoi. Et que quand je les vois, je suis en mode les trucs vert fluo que je vois là,
c'est mes neurones à relaxine 3. Okay. Et ça, c'est aussi des virus pour ça, par exemple. Oui, c'est ça que faisait Julia, c'est ça qu'a fait Zoé aussi. Les fluoroses, on est beaucoup à faire ça. Et le fluoro, c'est un virus Fluorophore. La fluoro, c'est autre chose, c'est l'épisode d'Elisa qui sort demain. Salut. Ou la semaine prochaine. Est-ce que je confonds tous les épisodes en ce moment? Oui. Beaucoup trop de neurones. La fluoro, c'est la maladie que tu développes quand tu es intoxiqué par le fluor. Oui, c'est ça. Ah non, même pas de neurones. Non, même pas de neuro, c'est de l'archéo. Pour moi, c'était fluo. Anthropologie biologique. Rose, parce que c'est fluo, c'est rose. Bon, voilà, je fais un raccourci un peu bâtard. C'est un fluorophore, oui. Une question que je me posais. Oui. Est-ce que vous avez vu des impacts négatifs sur un excès de relaxine 3? Ah, bien vu. Bien vu, c'est une bonne question. Souvent. Comment répondre à ça? C'est une bonne question. Pour ce qui est de la douleur, c'est encore un peu flou parce que justement, on n'est pas nombreux là tout de suite à s'intéresser déjà à savoir si c'est un effet ou pas tout court. Ouais, ok. Donc ça, c'est une bonne question. Ce qui a été la relaxine 3, en fait, ça sert pas que dans un aspect de douleur. En fait, les premières choses qui ont été montrées par rapport à la relaxine 3, là, j'ai parlé un peu du stress et de la dépression avant, mais ça, c'est encore un peu lié à la douleur. Mais en fait, on le retrouve aussi dans certaines régions du cerveau qui sont utiles à d'autres choses comme la motivation, l'appétit, le réveil, etc. Oui, donc la symptomatologie qui est détraquée dans le cadre de dépression, par exemple. Alors du coup, oui. Parce que les symptômes dépressifs, c'est les trois premiers, c'est ça? Oui, du coup, oui, il y a aussi, du coup, il doit y avoir un lien entre le fait que, en effet, la relaxine 3 serve aussi à ça. Et là, en l'occurrence, dans ces cas-là, il y a eu des tests qui ont été faits, notamment avec ce fameux virus-là qui fait que n'importe quel neurone va émettre de la relaxine 3. Du coup, on peut vite imaginer que si n'importe quel neurone qui à la base ne le fait pas émet de la relaxine 3, il va y en avoir beaucoup trop. Ouais. Et en fait, le résultat de ça, par exemple, dans des cas de gestion de l'appétit, ça n'a pas été un changement dans le comportement de l'animal au niveau de son appétit. Il ne s'est pas mis à avoir moins faim ou plus faim d'un seul coup, ça n'a jamais changé. Donc en fait, visiblement, il n'y a pas la suractivation du récepteur, le fait qu'il soit activé de manière chronique parce qu'il y a trop de relaxine 3, n'a pas d'effet négatif sur le comportement de l'animal, en tout cas là, dans le cas de la gestion de l'appétit. Ouais, donc on peut supposer qu'elle serait régulée d'une autre façon, compensée par un autre mécanisme qui va intervenir après. Est-ce qu'elle est recyclée ou est-ce que juste en fait le fait que le récepteur soit trop activé, ça change rien? Est-ce qu'il y a un seuil ou est-ce qu'il y a d'autres cellules qui gèrent le problème de l'autre côté en disant Est-ce que ça peut... Je pose une question débile parce qu'en fait je me disais, je sais que par exemple la B12, on m'avait dit que c'était une protéine qu'on pouvait avoir en excès dans le corps, ça posait aucun problème parce qu'en fait ça fait rien. Mais est-ce qu'une protéine a une durée de vie? Est-ce que par exemple c'est au bout d'un certain temps elle devient trop... Ah oui, elle se dégrade. Alors oui, elle se dégrade ou alors elle finit par être dégradée parce que juste le but c'est pas qu'il y ait une accumulation des choses. Souvent il y a plein de... Là par exemple dans le système nerveux, on a plein de petits gens qui font le ménage, quoi, et qui viennent. On n'a pas encore parlé des gens qui font le ménage dans le cerveau. Ouais, il y a plein de cellules qui servent qu'à ça. Ok. Donc oui, imaginez que. Oui, puis il y a des organites dans les cellules qui servent à ça. Oui, aussi. Oui. C'est-à-dire que quand un truc il est pas trop fonctionnel, on le dégrade, on récupère les petits bouts et on refait autre chose, un truc nouveau. Quand les cellules ne marchent plus, pareil, elles se découpent en trucs, elles se filent aux autres. On recycle, en fait, le cerveau il recycle tout, l'organisme il recycle tout. On recycle super bien, on a des poubelles jaunes et vertes dans la... Là il y a plus que ça en poubelle, il y a plus de couleurs que ça. Tu vois, on est nul en recyclage. Des poubelles qui contiennent de l'acide, littéralement. Waouh. Exceptionnel. Ah mais on recycle tout. Dans le cerveau. Ah oui, dans le cerveau, tranquillement, il y a des petites cellules qui sont pleines d'acide et qui font bien qui restent, qui traînent. C'est ça, qui dégrade tout. Parce que du coup, forcément, moi, je compare un peu avec ce que je connais vite fait, tu vois, dans la vulgarisation. Et quand je me dis, tu vas me faire un shoot de relaxine 3, moi, je vois ça comme un shoot de sérotonine, tu vois. Genre, quel est le contre-coup de ça derrière Ça, c'est une bonne question, mais malheureusement, je rêverais de pouvoir te dire j'ai la réponse à cette question. Mais en fait, on en sait encore trop peu sur là, en tout cas, pour tout ce qui est douleur. Et donc, en fait, on a déjà du mal à imaginer pour l'instant les effets positifs de la relaxine 3 sur la douleur. Là, on est encore à un stade où la thésarde d'avant montre que ça a des effets positifs et c'est super, quoi. Mais du coup, on ne sait pas encore déjà est-ce qu'il y a des contre-coups à ça, et puis les contre-coups ils peuvent être aussi pas du tout interespèces. Peut-être que ce qu'on va observer chez la souris là pour le coup ne sera pas quelque chose qu'on observera chez l'homme, ou que le médicament qu'on développera chez l'homme va avoir un effet différent dans le comportement
de l'humain derrière. Donc ça viendra peut-être dans un second temps. Ouais. Si, encore une autre thèse derrière. Ouais, c'est ça. Ouais. Même pour tout ce qui est développement en clinique, quoi. Si jamais on se rend compte que la relaxine 3 c'est vraiment intéressant, faut y mettre les mains dedans pour en faire un médicament ou quelque chose, là il y aura toute une autre batterie de tests qui sera faite avec certainement des concentrations spécifiques et voir est-ce que ça change quelque chose, qu'il y a des surdosages, quels sont les effets de ce surdosage, etc. Parce qu'il faut imaginer que là, par exemple, il est en train de faire un peu la morphologie du réseau. Quelles sont les cellules qui relarguent de la relaxine et quelles sont les cellules qui expriment les récepteurs qui récupèrent cette relaxine. Mais il faut après voir quels sont les mécanismes que ça engendre dans chacun des circuits. Qu'est-ce que ça fait comme effet en fait ? Il faut regarder circuit par circuit. Si je mets de la relaxine, ça sert à quoi ? Là, c'est très long. On est vraiment... c'est vrai que jusqu'à arriver au comportement, tu vois. Là, on est vraiment même au niveau cellulaire. Qui fait quoi et à quoi ça sert ? C'est la caractérisation, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vraiment, pour l'instant, on a le nom des rues, mais on sait même pas si elles sont connectées ensemble, si ça fait une ville, si c'est cool. Tu sais même pas où c'est sur la carte. En fait, on a vraiment 2-3 indices de, on sait à peu près où c'est dans le cerveau, mais on sait pas vraiment comment ça contacte. Et c'est où dans le cerveau ? Ah oui, c'est où dans le cerveau ? C'est dans plein de régions dans le cerveau. En fait, l'avantage de la relaxine 3, par contre... Je vais lui refaire un schéma. Vas-y, tu peux dire où c'est dans le cerveau. C'est les corps cellulaires à la relaxine 3, l'avantage c'est qu'il y en a pas il y en a beaucoup, mais ils sont très localisés. Et ils sont localisés au niveau du pont dans un noyau qui s'appelle le nucleus incertus, qui est sous le 4e ventricule. Donc le pont, c'est dans le tronc cérébral, c'est un peu le prolongement, on va dire, de la moelle épinière. C'est là, exactement. Oui, la connexion entre le grand... C'est la connexion entre la moelle épinière et l'encéphale, ce qu'on voit, ce qu'on peut imaginer du cerveau, là, qui est grosse partie du cerveau. La grosse boule. Le gros entre le cervelet et le cerveau, du coup. Exactement. En fait, le cervelet, il vient un peu couvrir le tronc cérébral, là. Mais ouais, il est très beau ce schéma. Non, il était plus beau celui que j'ai fait mardi, mais là j'avais la flemme. Super. Et du coup, oui, les corps cellulaires se trouvent là. Donc en gros, toute la machinerie du neurone est au niveau du nucleus incertus, qui sont des petits noyaux sous le 4e ventricule au niveau du pont. Donc voilà. Donc en gros, ils sont, pour dire, ils sont très loin de ce que tout le monde a en tête là, du cerveau, finalement, le gros cerveau là, avec tout le cortex, les différentes régions et tout. Mais après, ils projettent vers plein de régions dans le cerveau, y compris du coup certaines des régions là dont je parlais pour l'appétit, etc. Le raphé aussi pour le sommeil, par exemple. Enfin, plein de régions différentes. Et là, dans le cas de la douleur, dans des régions qui sont importantes dans la gestion de la douleur. T'as quoi comme région ? Alors, il y a l'ACC, qui est le cortex antérieur cingulaire. Alors, tu veux que je te le fasse en coupe ? C'est chaud. L'ACC, c'est une région assez frontale, on va dire, donc sur l'avant du cerveau. Et qui est un peu qui est un point de relais après le thalamus là, qui est un peu plus au centre du cerveau, on va dire, des informations douloureuses en gros. C'est un point de relais parce qu'il projette vers d'autres régions comme le cortex somatosensoriel. C'est le cortex somatosensoriel, c'est en gros une partie du cerveau qui sert juste à discriminer la sensation. Donc il va dire c'est du chaud, du froid, ça fait mal ou ça fait pas mal d'ailleurs aussi. Et ensuite ça projette aussi vers une autre région qui s'appelle l'amygdale et qui est très importante dans la gestion des émotions. Et donc là c'est pour ça que douleur et émotion, stress, tout ça c'est très lié. Parce qu'en fait quand l'information douloureuse elle monte, elle va aussi vers la région qui est l'amygdale. Et c'est ce qui permet aussi de faire en sorte qu'on se souvient des choses qui font mal et qu'on n'a pas envie de les refaire. Parce que ça nous a beaucoup stressé ou beaucoup rendu triste, etc. C'est notre disque dur sentimental. Là-dessus, oui, de ouf. L'amygdale, ça sert à ça. Émotionnel, pardon, c'est ça le mot que je cherchais. Exactement. Et du coup, c'est une des composantes importantes de la douleur, c'est la composante émotionnelle. Donc l'amygdale, elle a un rôle ultra central là-dedans. Et pour tout ce qui est sensation, ça sera plus du coup le somatosensoriel. Et donc l'ACC, il est un peu central là-dedans. Il reçoit pas mal des fibres à relaxine 3. Des fibres à relaxine 3, on en trouve aussi dans l'amygdale. Et donc du coup là, moi par exemple, ça c'est mes deux régions d'intérêt. C'est l'amygdale et l'ACC, et le cortex antérieur cingulaire. Et donc voir si ça change. Le cortex cingulaire antérieur, il sert à plein de trucs. Il est bien utilisé pour toutes les fonctions cognitives de haut niveau, genre prise de décision, machin, truc bidule. Tu le retrouves dans plein de circuits en fait. C'est un peu une zone de gare. En fait, si tu coupes ton cerveau en deux, dans ce sens-là,
le plan sagittal, mais c'est juste le plan sagittal, ça parle pas aux Si on coupe au niveau du nez, entre les deux yeux, entre les deux yeux. Et bien en fait, de chaque côté de ton cerveau, tu as à l'intérieur, sur le devant, au niveau frontal, tu as le premier petit bourrelet au-dessus de là où passent les fibres. Et bien c'est ça, le cortex singulaire antérieur. Okay. Il est exactement là. Et donc, il est assez central dans plein de trucs. Et donc, dans la douleur, il est aussi ultra important. Parce qu'il sert aussi, en fait, la douleur, elle arrive dans le cerveau. Donc, ça, c'est via les voies ascendantes, donc qui montent de. L'épisode de Zoé. Oui, c'est bon, tu l'as fait juste avant. C'est pratique, on t'a mis après. Ça, c'est très, très bien. Ça, c'est l'épisode de Zoé. Bah, exactement. Donc, c'est ça. C'est l'information sensorielle qui monte dans le cerveau. Elle arrive, elle passe par la CC. Mais dans la CC aussi, il y a tout ce qui est le début de certaines voies descendantes qui viennent aussi réguler, du coup, à l'inverse, là, la sensation de douleur qui vient un peu réguler l'information qui monte, en fait. C'est un peu le retour, le feedback, là, qui vient dire on calme ou alors on augmente pour essayer de réagir. J'avais une question par rapport à tout à l'heure. Tu as parlé de douleurs particulières dans les douleurs chroniques. C'est quel type de douleur qui t'intéresse ? Alors oui, moi, la douleur qui m'intéresse, c'est la douleur inflammatoire. En fait, il y a plusieurs types de douleurs. Ça, Zoé a dû en parler aussi. Je crois qu'on en a parlé vite fait, on n'a pas beaucoup insisté. Ouais, non, pas trop, c'est pour ça. Il y a 3 types de douleurs. Il y a la douleur nociceptive. Donc ça, c'est la douleur qui est liée à une lésion. Je te coupe la main. Ouais, voilà. Exactement. Ouais. C'est une lésion tissulaire. Je te couperai pas la main. Non, surtout pas. Faites pas ça. Un pied si tu veux, mais les mains, vraiment, ça me ferait chier. Non, c'est chiant. Un pied ? Pourquoi ? Ah bah oui, parce que je m'en fous de boiter, tu vois. C'est le musicien, il est là, non pas mes mains. Oh, le musicien geek, hein, vraiment. Oui, le geek. Plus que je fais de la musique. C'est important aussi. Okay. Attends. Donc oui, la douleur nociceptive, c'est ça. Non, moi j'aime bien ça. Les digressions, c'est bien. Gression. Du coup, ça, c'est vraiment la... Gression, voilà. C'est bon, on les a tous fait. C'est bon. Je rigole beaucoup. Pardon. Donc, du coup, la douleur nociceptive, c'est ça. C'est une lésion tissulaire externe ou interne. Donc, c'est en gros, on te fait mal, soit tu te coupes, soit, je sais pas, tu as une perforation du foie ou un truc. Voilà. Bon, ça c'est une douleur nociceptive. Donc, c'est la sensation de ça. Ensuite, il y a les douleurs neuropathiques. Donc, ça, c'est les douleurs qui sont liées à un changement dans le cerveau, à une lésion ou une malfonction dans le système nerveux périphérique ou central. Donc, quel que soit le système nerveux, en gros. Genre les céphalées, ça peut faire partie de ça ? En fait, ça dépend de l'origine. En fait, c'est plus comment dire. Par exemple, dans des cas de maladies neurodégénératives, il y a des neurones qui meurent littéralement, donc ça crée une lésion au niveau du système nerveux central, par exemple, dans une région du cerveau en particulier. Et de ça peuvent résulter parfois des douleurs. Et donc là, on parlera de douleur neuropathique parce qu'elle est due à une lésion très caractérisée au niveau du système nerveux tout court. Et après, le troisième type de douleur, c'est la douleur inflammatoire. Et donc celle-ci, elle est liée à une lésion aussi, mais couplée à ça, elle est le résultat de tout ce qui est l'inflammation. Donc le résultat de plein de molécules qu'on appelle la soupe inflammatoire. Et là, tu raccroches à l'épisode de Ribal, qui nous a parlé d'immunologie. Oui. C'est bon ? Je vois. C'est tous les petits trucs, en gros, qui sont émis par le système immunitaire, par d'autres cellules de notre organisme, pour faire en sorte de lutter contre un corps étranger, et qui font que très localement, à l'endroit où se passe la lésion, ça brûle, quoi. Ça brûle, voilà, et il se passe des trucs. Et donc, de ça, on a une douleur qui est une douleur inflammatoire. Et donc, donc, dans toutes ces douleurs-là, il peut y avoir des cas d'hyperalgésie ou d'allodynie. Donc, l'hyperalgésie, c'est le fait quelque chose qui fait mal. Donc, par exemple, je te coupe le doigt, va te faire encore plus mal. Quel enfer. Déjà que je pense que ça doit faire Déjà que ça mal. fait mal. Donc, c'est que ça va devenir encore plus douloureux pour toi parce que tu as de l'hyperalgésie à cause d'une douleur qui persiste. Et l'allodynie, c'est quelque chose qui fait pas mal à la base, qui devient douloureux. Donc, chez des gens, par exemple, qui ont des douleurs chroniques très localisées, par exemple, sur certains membres, etc. Par exemple, juste mettre un vêtement, à des moments, ça peut leur faire une sensation de brûlure. Alors que, on est d'accord que on les sent même pas. Normalement, ça fait pas mal, quoi. Normalement, ton cerveau, il fait abstraction, tu les sens même pas tes vêtements. Donc, c'est ça, exactement. Et encore, donc, sinon, ça serait chiant. C'est vrai qu'on m'avait expliqué ça. On m'avait dit le cerveau, il oublie tes vêtements parce que s'il devait penser en permanence qu'il avait des vêtements, ça ferait péter un câble. Exactement. Et donc, le problème le gros problème de la douleur chronique, c'est que dans certains cas, il y a ce phénomène d'allodynie là qui arrive et qui est un changement, qui est le résultat en fait d'un changement plastique dans le cerveau.
il doit se passer quelque chose dans l'organisation qui change et qui fait que maintenant notre cerveau, au lieu d'interpréter ça comme quelque chose de pas douloureux, ça va devenir quelque chose de douloureux, et donc là c'est super handicapant. Et donc ça c'est le résultat de ces 3 types de douleurs, ces trois types de douleurs qu'on peut avoir. Ok. Donc voilà. Donc ça, c'est et là, après la douleur chronique, c'est juste au-delà de 3 mois. Donc en fait, c'est toutes ces douleurs-là, si elles persistent, on considère que c'est du chronique. Donc j'ai du mal à imaginer comment, quand c'est une lésion et que c'est une douleur justement inflammatoire, comment ça peut perdurer aussi longtemps. Comment ça peut devenir chronique. Après, il y a des inflammations juste qui perdurent, tout court. Je suis nulle en immunologie, désolé. Non, mais en fait, c'est juste que faut imaginer aussi que les douleurs chroniques, c'est 10 à 20% de personnes qui sont touchées par ça dans le monde, donc c'est des centaines de millions de personnes. Donc en fait, c'est souvent le résultat de maladies. Et donc de maladies qui durent longtemps. Et donc par exemple quelqu'un qui souffre d'endométriose ou quelqu'un qui a un cancer, ça va créer potentiellement une inflammation à un endroit très localisé en fonction de la maladie, ou des lésions liées à cette maladie. Et du coup c'est le fait que c'est à un moment donné, comme ça va perdurer trop longtemps, ça va changer à cet endroit-là comment c'était fait à la base, et donc même quand ça va disparaître, le changement il est arrivé. Donc du coup maintenant le corps s'est adapté, mais du coup il s'est adapté dans un cas où il est censé réagir à une douleur. Donc en fait il a encore mal alors qu'il n'y a plus rien qui se passe. C'est ça c'est plus ça va perdurer parce qu'il y a une maladie peut-être qui est là sous-jacente à la base, et qui après va créer un changement qui lui va rester parce que c'est immuable, ou alors le fait que ça revienne à un état de base prend du temps, et donc en attendant on a mal, quoi. C'est une conclusion un peu triste, mais... C'est triste, oui, pardon. Non, mais on va repasser par un truc un peu plus fun. Tout à l'heure, tu parlais t'as dit que tu marquais du coup tes cellules avec des virus pour voir un peu leur localisation, etc. et pour les allumer en vert. Ouais. Est-ce que tu as d'autres méthodes dans ta thèse que tu utilises ? Oui, parce que moi, c'est la partie qui m'intéresse le plus. Vas-y, déballe ta méthode. En gros, moi, je fais du coup de la fluorescence beaucoup. Donc là, je me sers de fluorophores, donc des petites molécules qui émettent un signal lumineux fluo pour taguer des neurones. Mais je fais aussi de la microscopie électronique. Et ça parle à beaucoup de gens, pas du tout. Moi, mais ça intéresse peu de les gens. neuroscientifiques, quoi. Microscopie électronique. Oui, c'est trop beau. C'est super beau. Il y a plein de gens qui trouvent ça pas beau parce qu'en fait le défaut de la microscopie électronique, c'est que c'est en noir et blanc, quoi. Oui, mais c'est trop beau. Tu vois des trucs vraiment très petits. C'est ça qui est trop cool. En gros, pour faire simple, on va mettre le tissu dans plein de métaux lourds. On va lui faire un joli enrobage. Là, il sera tout bien. Okay. Et en fait, après, on va le bazarder d'électrons. Et les électrons, ils vont rebondir sur le tissu, remonter vers l'endroit où on peut observer, quoi, vers la lentille, tout ça, vers le capteur. Et en fait, de ça, on va avoir plein d'informations, mais cette fois-ci super détaillées. Donc, il faut imaginer qu'en fluo, ce qui n'est pas totalement vrai, mais disons ça, en fluo, on va avoir une information qui va être plus diffuse du neurone. On va pouvoir le voir dans son entier. Donc, c'est comme si là, ça te contourait, toi, toute ta silhouette. Okay. Ouais, complet. Donc là, je te vois en entier, mais je te vois tout fluo. Je vois rien, là, tes yeux, tout ça, je les vois pas. Par contre, avec la microscopie électronique, là, d'un seul coup, comme ton enrobage, il sera nickel, il va venir tout bien t'entourer, je vais pouvoir voir exactement tes yeux, tes cils, les détails, tous les détails de ça, de ce qu'il y a à l'intérieur, en gros. Voilà. Okay. Et donc ça, c'est un des avantages, c'est que d'un seul coup, on voit tout. Mais du coup, tout est en noir et blanc parce que c'est des métaux lourds, donc c'est plus compliqué pour y rajouter de la couleur. Et moi, là, mon but, c'est d'y rajouter un peu de la couleur. Et du coup, j'utilise une technique qui s'appelle la CLEM. Donc c'est la Correlative Light Electron Microscopy, pour balancer ma science. Et en gros, là, l'idée, c'est juste de venir coupler les deux, de faire le meilleur des deux mondes, de garder le détail de la microscopie électronique, mais de pouvoir être sûr en plus, comme tout est en noir et blanc, de dire le vert, le neurone vert que je vois, dans lequel je vois tout en plus, grâce à la microscopie électronique, là je vois tous les petits organites qui y a à l'intérieur, vu qu'il est vert, c'est un neurone à relaxine 3 par exemple. Parce que sinon, ça devient de suite en microscopie électronique. Le problème, c'est qu'on est vite limité pour pouvoir dire, comme on voit tout, on est vite limité pour pouvoir dire, ce neurone-là, c'est celui-ci en particulier. Parce qu'il n'a pas forcément une tête différente, quoi. Ouais. Un neurone, ça ressemble. Neurone, c'est ça, il y en a plein, ils ressemblent plutôt plus ou moins la même chose, ouais, quoi. Ouais. Morphologiquement, tu vois, genre, en gros, ça donne ça, quoi. En termes de précision, tu te retrouves vite. Sauf que si tu as ça et que tu en as des kilomètres de couches de trucs hyper précis, t'es là, je me balade dans des cellules. C'est ça. Et là, ça devient plus compliqué. Et du coup, l'idée, là, c'est d'essayer de venir utiliser un peu l'avantage des deux techniques
pour pouvoir identifier les neurones. Et justement, là, dans le cas de mon projet à moi, pour pouvoir venir voir comment les neurones à relaxine 3 ils contactent d'autres neurones, j'ai besoin de pouvoir dire c'est celui-là qui fait le contact sur l'autre. Et derrière, avec la microscopie électronique, par exemple, je peux avoir une précision de l'ordre du nanomètre au niveau du contact qui fait que je ne pourrais pas avoir juste avec de la fluo. Et qui fait que c'est chouette, parce que s'il y a des changements, du coup, les fameux changements plastiques, là, dus à la douleur chronique, par exemple, chez une souris qui a mal tout le temps, on se rend compte qu'il y a moins de contact ou que le contact, par exemple, il est juste plus petit. Ça, c'est des détails que je peux voir en microscopie électronique que je ne pourrais pas voir en fluo. Donc voilà, j'ai besoin d'essayer de coupler les deux. Et voilà. Ok. Mais du coup, à terme, là, c'est quoi les prochaines questions que tu te poses? C'est quoi que tu aimerais, vers quoi tu tends pour la fin de ta thèse? Je pense qu'il y a plein de choses. Écrire et pleurer. Sans parler de la rédaction et tout ça, vraiment, genre. En gros, là, ce qu'on a montré, c'est que dans des conditions de douleur, on a. Je vais reprendre depuis le début, pardon. Il faut que j'observe par région. Donc moi, j'ai dit que je m'intéressais à l'ACC, là, au singulaire et à l'amygdale, parce que je pense que de un, il y a de la relaxine dedans, ça c'est montré, et que c'est des régions importantes pour la douleur. Donc dans ces régions-là, ensuite, moi, je veux voir dans des cas de souris qui ont mal de manière chronique, inflammatoire, donc à cause d'un petit cocktail qu'on leur a mis dans la pâte, et chez des souris qui ont rien du tout, qui ont pas mal, est-ce qu'il y a des changements? Est-ce que juste, par exemple, dans le singulaire ou dans l'amygdale, on a plus ou moins de fibres à relaxine 3. Donc là, par exemple, si je les marque en vert, là, comme je disais tout à l'heure avec la fluo, est-ce que quand je vais dans le singulaire, on va se retrouver chez des souris qui ont des douleurs chroniques avec moins de fibres, par exemple? Et ça serait une première information, parce que s'il y a moins de fibres, on peut vite supposer que du coup, il y a juste moins de relaxine 3 qui est émise. Et donc ça, c'est pour ce qui est des fibres. Et après, chez les neurones qui sont contactés, qui expriment le récepteur, est-ce qu'il y a plus ou moins de récepteurs? Et donc là, pour l'instant, ce qu'on est en train de montrer, c'est que visiblement, il y a plus de cellules qui expriment le récepteur, mais il y a l'air d'avoir moins de fibres, où les contacts qui sont faits, ils ont l'air d'être plus petits, donc potentiellement, ça veut dire qu'ils sont moins fonctionnels, juste que du coup, le rôle de la relaxine 3 en cas de douleur chronique, il a l'air d'être moins important. En gros, elle est dysfonctionnelle en cas de douleur chronique. Et donc pour l'instant, on a juste montré ça, mais je l'ai pas encore montré dans l'amygdale, et je suis pas allé dans le détail de ces contacts, etc. Et donc c'est ça, là, c'est ça que j'essaye de faire, c'est de venir vraiment décrire ce qu'il y a autour de la relaxine 3, ce qu'il y a autour de ces neurones-là. Pour l'instant, c'est un peu flou. Je vois les récepteurs qui expriment, je vois les neurones qui expriment le récepteur, je vois mes fibres, mais je suis pas allé encore dans le détail du combien il y a de contacts, très précisément dans le détail de combien il y a de contacts, quelle tête ont ces contacts-là et tout. Et c'est ça qui me reste à faire et qui est un peu long. C'est de comparer en fait dans des cas de douleur et pas de douleur, quoi. Donc c'est ça le but là ultime, c'est de dire est-ce qu'il y a un changement dans des cas de douleur, est-ce que mes cartes elles changent, quoi. Et après aussi faire tout le côté qu'on disait là tout à l'heure endogène, qui est de venir activer les récepteurs à travers juste la relaxine 3 qui se trouve dans le circuit. C'est proposer des protocoles ou c'est vraiment déjà les expérimenter? Non, on va les expérimenter. Donc il y a ce truc-là avec le virus là, qui fait que tous les neurones du coin vont émettre la relaxine 3, mais on veut aussi faire une technique qui s'appelle la chémogénétique, qui permet de venir activer de manière très spécifique mes neurones à relaxine 3, cette fois-ci, ceux qui l'expriment de manière endogène, de manière naturelle, quoi, chez ma souris, de venir les activer ou pas. Et en gros, de voir est-ce que cette fois-ci, avec ce dont je dispose de relaxine 3 de base, est-ce que quand je viens activer, est-ce qu'on a un effet sur la douleur ou pas? Et pas venir juste rajouter des neurones, rajouter des copains qui vont émettre de la relaxine 3. Là, c'est vraiment... ou rajouter de la relaxine tout court. Utilise ce que tu as de base pour essayer de réaméliorer le circuit pour qu'il fonctionne, qu'il refonctionne correctement. Ouais, ça c'est ce qui nous reste à faire. Donc là, on a l'air d'être parti pour faire de la chémogénétique, mais il y a peut-être des potentiels avec de l'optogénétique. En gros, c'est juste différents moyens de... Pardon, je fais la con comme d'hab. C'est original. Hein. Tiens. Donc oui, voilà, c'est en gros, c'est ça qui reste à faire. Donc il reste encore pas mal de trucs à faire. Peut-être que ça durera 4 ans. Peut-être comme la plupart des thèses en neurosciences maintenant. Voilà. On sait pas. Oui, c'est ça. En neurosciences, vous êtes les seuls en sciences naturelles où j'ai l'impression que c'est plus long que les autres. Oui. Plus moi, je suis un tricheur parce que... T'as déjà eu une rallonge Covid? Non, alors non, j'ai pas eu la rallonge Covid, moi, mais je connais mon directeur de thèse depuis un petit moment maintenant et j'ai déjà commencé, si on remonte très loin, en licence 3, donc là, j'avais rien fait parce que j'étais en licence 3. Ah, mais t'as fait le même stage, ton stage
dans la même équipe tous tes stages? Non, pas L3, vraiment. M1, M2 Non, pas vraiment, mais presque. En gros, j'ai fait beaucoup de stages en licence parce que je savais pas trop vers quoi je voulais aller en neurosciences. Je savais que je voulais faire des neurosciences, mais je savais pas juste. Mais d'année en année, c'est n'importe quoi les étudiants. Ils travaillent de plus en plus. Moi en licence, jamais on me dit tu dois faire des stages pour trouver ce que tu fais. Non, je vais sortir en fait. On va voir après les stages. J'étais un peu paniqué, j'étais un peu stressé comme avant ce podcast. Et du coup, je savais pas vers quoi aller. Donc j'ai travaillé en licence 2. J'étais chez Arthur Leblois. Je travaillais sur les oiseaux et Parkinson. En gros. Et l'apprentissage du chant. Ouais. Donc ça, c'était trop chouette. Et après, en licence 3, du coup, j'ai divisé la possibilité de faire 2 mois de stage en 2 stages. Et donc, je l'ai fait une fois avec les mouches et une autre fois pour faire de la génétique. Et là, ça m'a un peu moins plu. Et une fois avec mon directeur de stage actuel, la Marc, et mon directeur de thèse, qui était mon directeur de stage à l'époque. Et donc là, j'ai découvert ce truc-là. Et en fait, après, je suis revenu en Master 2 pour préparer le concours. Et voilà. Et du coup, bref, ça fait du très coup, j'ai longtemps commencé que tu en Master 2, travailles, donc voilà. Donc déjà, je triche, moi. Je vais peut-être faire 4 ans, et en plus, j'aurais eu une demi-année supplémentaire avec le stage de Master 2. En stage où tu t'es préparé à ta thèse, quoi, en fait, tu as préparé le terrain. Exactement. Okay, ouais. C'est de la triche. Et c'est une thèse que tu as fait financer, qui a été fait financer ou Oui. Oui. Tu as eu le concours ou vous avez déjà un financement dans le labo? Non, j'ai eu le concours, le concours du graduate là, du Neurocampus. Et voilà, c'est ça qui. Oui, parce que nous, au sein du Bordeaux, il y a le concours d'école doctorale et il y a le Bordeaux Neurocampus qui offre aussi des bourses de thèse spécifiques neurosciences. Oui. Et c'est le graduate programme. Voilà, exactement. Parce qu'il y a beaucoup d'argent dans les neurosciences. Ouais, cool. C'est pour ça qu'on a un gros champignon au milieu du campus. Tu vois. Exactement. Truc noir en face. Et que vous avez des microscopes à 1 million d'euros là, ça va les millionnaires. Ouais. C'est Julia qui a leak le prix des microscopes. Aïe. Non, pas ça. Fallait pas dire. S'il y a vraiment un truc dans lequel où tu me dis que tu mets de l'argent, ça me gêne pas, c'est vraiment dans les sciences. C'est-à-dire 1 million le microscope, tu fais si ça sauve des vies, allons-y. Oui. On prend les microscopes. C'est le tout début de sauver des vies, mais oui. Ouais, mais si déjà pas mal. Si tu le fais pas, tu vas pas, tu vois. C'est sûr, évidemment. C'est toujours mieux que 1 million mis dans l'armée, tu vois. Genre, là, ça sauvera moins de vies. Oui, en effet. Donc oui, voilà. Donc j'ai un peu triché, j'ai commencé avant. Donc du coup, tu as vraiment une passion pour cette thèse depuis longtemps. Ouais, bah oui, je pense que ça a bien matché avec mon directeur, donc ça c'était cool. Déjà, c'est un avantage de ouf. Donc je me sentais bien et tout. Et puis j'étais un peu. Bon, les douleurs chroniques, ça me touche un peu de près aussi. Du coup, bah ouais, je pense que je me suis dirigé vers ça parce que ça m'intéressait, parce que j'étais curieux déjà, et puis c'est trop cool de faire une thèse, je trouve. Rien que pour la joie de temps en temps d'avoir, avec tous les moments où on n'a pas de résultat, mais la joie de faire d'un seul coup on a vérifié le truc et c'est trop cool quoi. Pour ces moments-là, je trouve ça trop chouette. Et puis juste de répondre à des questions, c'est quand même trop cool d'être payé pour ça. Franchement. Et puis ouais, voilà, les douleurs chroniques, c'est un truc qui m'intéresse, donc qui me touche un peu, donc voilà, je me suis dirigé vers ça. Voilà. Et du coup, dans ce que tu m'en décris, tu vis plutôt bien le côté où des fois ça avance pas, où tu trouves pas des choses. Non. Ah, ok. Non, mais oui et non. J'ai du mal à bien le vivre parce que je suis assez exigeant, je pense, puis j'ai envie que ça avance tout le temps plus vite. Mais je pense que le contexte dans lequel j'évolue au laboratoire fait que ça reste plus facile parce que je me sens pas sous pression, en tout cas, à part la mienne, quoi. Et donc ça, déjà, c'est un sacré avantage, je pense, comparé à d'autres labos, ou d'autres labos en général. Et donc et après, bah voilà, je suis bien entouré et tout, donc ça fait que finalement, de temps en temps, j'arrive à relativiser un peu, et puis voilà, quoi, me dire, allez, c'est pas très grave quand même. Ton directeur de thèse, c'est Marc Landry. Marc Landry, exactement. Ah, mais oui. Je l'ai eu en prof quand j'étais en licence, il est trop cool. Ah, okay. C'est une crème. Oui, mais voilà, c'est un gros nounours, quoi. Oui. Oui. Donc tu dirais que tu es bien dans ta thèse? Ouais, franchement, je suis bien dans ma thèse. Oui. Franchement, je suis bien dans ma thèse. C'est quand même chouette. Je suis bien dans ma thèse, je suis bien dans mon labo. Donc c'est cool, quoi. Et tu fais quoi en dehors de ta thèse? Les perches, elles sont trop bien. Comment tu sors de tout ça? Parce que ça a l'air d'être un sujet qui te passionne énormément. Oui. Alors, j'ai d'autres loisirs quand même, parce que c'est rigolo la thèse, mais je pense que si je faisais que ça... Comment tu poses ton cerveau? Est-ce que tu es un geek? Tout le monde est des geeks ici. Je suis un énorme geek. Je m'accorde pas beaucoup de temps pour jouer, malheureusement. Mais je suis un gros geek. Là, dernièrement, j'avais repris avec mon meilleur pote Hades. Moi
Moi aussi. Insane. Je suis sortie. Oh, bravo, moi pas encore. T'avais combien de runs? Pas beaucoup en fait. Donc, Ok. donc ça, je crois que je dois être à une vingtaine de runs. Je pense que Et je dois être à 20. alors, ton objectif, ce sera de sortir avant moi. J'ai fait 32 runs avant de sortir. D'accord. Wow, putain, ok. ça fait vite. Ok, bah let's go. Ouais, je crois que je suis à 21 ou 22. Donc il me reste ça. Donc là en ce moment, je suis un peu là-dessus. Ok. Oh, bien Et, sûr. ouais, je suis un très gros geek. J'adore ça. Ouais, Je mais- collectionne beaucoup. J'ai la collectionnite aiguë. Donc je collectionne toutes Ouais. les consoles depuis que je suis tout petit. Donc j'ai Trop toutes bien. les Nintendo, tous les trucs. trop J'adore stylé. ça. Au grand dame de ma copine qui a littéralement son bureau qui est devenu finalement une salle de jeu. Voilà. C'est trop bien, moi je veux une salle de jeu. Une borne d'arcade, littéralement. Ça, mon rêve, vraiment une borne d'arcade. Ça Moi, coûtait j'ai pas vu les- 3000 balles. Ouais, ça, j'ai vu les C'est prix, clair. 3000, t'es gentil. Oui, C'est, oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment le tout petit truc là où je me dis, ah, ça c'est déjà 3000. Oh, ça va être dur. C'est vrai qu'on a quand même osé poser la question parce que t'es un geek alors que t'as un tatouage à bras. Oui, mais oui. Mais j'allais faire la blague tout à l'heure pour la reco. Oui, c'est vrai. Bah oui, je suis un gros geek, j'adore ça. J'aimerais y passer plus de temps. Mais bon, bah voilà, de temps en temps, faut taffer quoi. Bah, aussi, c'est- sincèrement. Oui. C'est aussi que, genre, moi, ça me fait toujours rire quand un tatoueur me dit, ouais, je suis un geek, on va dire, non, mais ton métier déjà, c'est un truc de geek. Oui, Donc, alors forcément, un peu en plus. Forcément. Enfin, tu te. T'as des quêtes, t'as des trucs. C'est un truc de t'as des merde, C'est objectifs. vraiment précis. C'est vraiment Tu ça. dois faire de la stratégie, de la C'est ça. manip. Il y a et des tout. quêtes secondaires parfois, C'est ça. pas prévues. Beaucoup de quêtes Oui, secondaires. beaucoup de quêtes Secondaires. secondaires souvent. Mais ouais. Votre appel à projet n'a pas abouti. Vous allez devoir rechercher des financements. C'est Let's go. Contactez. c'est exactement ça. Non, mais ouais, donc ça occupe. Je Ça pense, fait du. Ouais, ça te sort ça un me peu, fait du bien. J'adore le cinéma, même si je pense que je suis un cinéphile en carton. Mais c'est des, Moi aussi. alors. c'est des moments où j'aime bien ces moments-là. Si ça peut vous faire relativiser les dire cinéphilie en carton machin, à partir du moment où t'aimes le cinéma, t'es cinéphile. Point. Genre moi ça m'énerve l'élitisme dans le cinéma, chercher le Oui. bon film machin. Il y a souvent un peu ça. C'est Ça dépend insupportable. les gens avec qui on discute quoi. Là, Oui. je sens qu'on peut dire je suis un cinéphile en carton, il se passera rien. Non. Tu m'aurais quoi, t'aurais tu pu connais pas même ça me dire cinéphile et me dire que t'as pas vu un film, j'aurais pas assassiné, tu vois. Oui. Ouais. Sauf si t'as pas vu Eternal Sunshine de Spotless Mind, mais ça c'est un autre. Non, c'est bon, c'est validé. Casse-couille. Non, j'aurais beaucoup parlé, je sais plus pourquoi, parce qu'on a beaucoup parlé des trucs en lien. Bah, déjà, il y a eu beaucoup d'acteurs. Il y a eu un Tabs sur Mark Ruffalo. J'avais oublié que Mark Ruffalo était dedans, c'est vrai. Et en fait, tous les acteurs dedans sont fous. Il y a Kristen Dust qui a un rôle mais fou furieux. Et voilà. Et puis parce que ça parle de neurosciences un peu aussi ce film. C'est hein. vrai, un petit peu, c'est vrai, en effet. Et oui, du coup, vive le cinéma, quoi. Ça, j'adore de ça. fou. La musique, même si j'en fais pas, ça aurait été mon rêve, je pense, de savoir en faire quelque chose. Mais Ah bah faire de la MAO, c'est parti. oui, c'est vrai, mais il faudrait de la patience, ce que parfois je n'ai pas. Oui. Oui, ça, j'adore. Si ça peut te rassurer, même nous les musiciens, on n'a pas de patience des fois. hein. Oui, ça, Moi, quand je suis sur mon logiciel, des fois, je suis en mode, je veux juste faire un accord. Putain, mets-moi le bon ton, la bonne note, le bon machin. Et tu sais que t'as toute la théorie et tu la mets en place et puis tu fais, ça marche pas. Alors, recule, ça m'énerve. Allez, on passe au suivant. J'imagine bien. Donc ouais, ça c'est, j'écoute beaucoup de musique, j'adore ça. Je Ouais. pense que c'est tout le temps de la musique. Oh, mais meilleur album de 2022 pour toi? Alors là, ça va être, je sais pas si je serai clivant, mais parce que je l'aime trop dans mon cœur, ça sera L'amour de DC's. Ouais, bah oui. Parce que DC's quoi, c'est tout. C'est voilà. pas trop clivant. Pour le coup, il a mis tout le monde d'accord, hein, cet album. hein. C'est vrai. Mais C'est- c'est juste, non, peut-être pas clivant le mot, mais c'est voilà justement parce que DC's, bon, ça c'est universel, je pense. Ouais, peut-être, c'est- mais, j'adore DC's. Bah, de toute façon, déjà, il a son feat avec Damso qui a tout pété. Rencontre exceptionnelle. Ah ouais. Et la toute première de l'album aussi, je la trouve incroyable. C'est pas mon album préféré de l'an dernier parce qu'il est sympa, mais je le trouve très répétitif. Ouais. Mais il dégage un truc, une ambiance. Enfin, tu sens que le rap francophone essaie de tendre vers des trucs beaucoup plus romantiques qui changent de direction artistique et c'est Oui. trop chouette. Quoi. C'était vraiment très très bien. Écoutez L'amour de DC's à fond. Écoutez Tiakola aussi, c'est très bien. C'est quoi, je l'ai pas encore fait. C'est du rap aussi, voilà. Et bon, j'adore. J'écoute un peu de tout et ça m'accompagne un peu tous les jours. Et c'est chouette quand je suis sur le microscope ou quoi, justement, à coder des trucs pendant des heures. Je suis en mode au secours, vite. Et de la musique, ça aide de ouf. Voilà. Et après mes potes et ma copine, ça c'est le bon équilibre. J'ai de la chance aussi d'avoir des groupes d'amis très chers et qui m'aident au quotidien sur plein de sujets. Qui sont pas dans la recherche. Qui sont pas du tout. Il y en a dans la recherche avec moi au labo. Ouais. Ça m'aide pas mal, je pense, à gérer tous les moments d'angoisse et tout.
Et puis j'en ai beaucoup depuis très longtemps et qui sont pas du tout dans la recherche et avec qui ça fait du bien aussi parfois de discuter, de déconnecter. De autre chose, on s'en fout fout de la neuroscience. Exactement. Ah, tu l'as enfin dit. C'est ça. D'aller bouffer des tags, je sais pas, de faire autre chose, on s'en fout, mais de pas parler des tags. J'adore les bonbons. J'adore les bonbons. Pas sur bonbons. Oui, j'ai arrêté la clope il y a 4 ans et depuis je mets l'équivalent d'un paquet de clopes chaque semaine dans des bonbons. Vraiment. On va faire attention avec les dentistes. Oui, voilà. Alors, tu vas faire un petit tour à Charles Perrin. Le pôle addictologie, c'est en face. C'est ça. Tu viens me dire bonjour. Voilà, tu vas venir dans le service dans lequel je travaille. C'est ça, exactement. Donc oui, donc ça, bon voilà, je pense que j'ai de la chance, quoi. Bien entouré. Ouais, mais en plus, c'est un bon équilibre, je trouve, d'avoir une sorte de moitié pote dans la recherche, moitié pote pas dans la recherche. Ouais. Ça te fait un équilibre parfait. En même temps, il y a des gens qui me comprennent et en même temps, comme j'ai pas envie de ça, des fois, je vais voir mes autres potes. Exactement. Ouais. C'est chouette. Ouais, de ouf. Ça aide vachement. Sauf quand t'as tes potes qui te disent, bah viens, on fait un podcast où on va parler que de ça. Aïe. Ah ouais, j'étais le pote qui te faisait sortir de ta thèse. Maintenant, je vais t'y mettre dedans tous les putains de jours. Incroyable. Mais je m'en fous, je l'ai eu ma thèse. Oui, c'est bon. Voilà. On a attendu que t'aies ta thèse pour te faire rentrer en plus. Non. Si. Je suis passée en 3e année. Ah, t'étais. Oui, j'étais en 3e année. Non, mais pour rejoindre l'équipe. Ah oui, pour rejoindre l'équipe, oui. Oui. Parce que mon premier épisode, j'étais en thèse. Oui, bah oui, encore à fond. T'es sur la fin, c'était un intensif. bon moment. Non, je sortais des vacances, je bitais plus rien. On était en gueule de bois surtout. C'était genre 2 jours après le nouvel an, j'étais là, oui, l'addiction. L'addiction à l'alcool du nouvel an. Vous voyez, j'ai trop fumé au nouvel an. Oui. Trop fumé, trop bu. Voilà. Putain, j'ai un peu ce que j'avais fait sur la... Mais je crois que je m'étais bien mis la tête à l'envers aussi. Ah non, mais on était morts, on était 3 cadavres autour de la table. C'était ridicule. Mais c'est ça, genre ils savaient bien faire la fête aussi. Enfin, on était 3 bons gros fêtards qui se sont dit le 2 janvier, c'est une bonne idée. Allez, on s'en est tous remis, non? Ah putain, non, spoiler. Envie de canner. Ah oui, envie de Guillaume. Direct. Je lui fais cette blague 600 fois. Mais je suis le premier à la faire aussi. Je dis tout le temps que j'ai envie de canner, du coup, voilà. Je le cherche gavé. Voilà. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour de ta thèse? Oui, je crois. C'était super chouette. J'adorais vous raconter ça. Et c'était trop bien. Je me suis senti mieux à la fin, donc merci. Bon, vous êtes des hôtes exceptionnels. Oh, c'est très gentil. Merci. Donc, on va passer à ton truc. L'interro de Robin. C'est parti. C'est l'interro de Robin. La pression. Non, ça va. En plus, je pense que ça peut être résumable assez facilement. Je vais essayer de le faire en une phrase, vraiment en one shot. Wow. Le but de ta thèse, à mon sens, c'est d'étudier et de comprendre un système, donc un lien entre un neurotransmetteur et du coup un récepteur en particulier. Donc dans ce cas-là, la relaxine 3 et le RXFP3. Et d'étudier du coup les impacts qu'il va avoir sur le cerveau, tant d'un point de vue physique que de transmission d'informations, dans le cadre du coup des douleurs et en particulier douleurs chroniques. Ouais, genre oui, c'est ça, c'est exactement ça, c'est voir le résultat que ça va avoir sur les douleurs chroniques. Étudier tout ce système-là du coup. Oui. Et le caractériser. Oui, le caractériser. Bam. Exactement, c'est validé. D'ailleurs, c'est une question que je me suis demandé. Pourquoi le titre de ta thèse, c'est étude et pas caractérisation? C'est une bonne question. C'est une question qu'il faudrait poser à Marc. Okay. Donc, je propose qu'on l'appelle. On appelle des doctorants au hasard. Notre nouveau concept. On va appeler mon directeur du coup de thèse. Directeur, pardon. Mais c'est une bonne question, honnêtement. Je pense qu'on aurait pu dire caractérisation. Étude, c'est peut-être plus large. Peut-être caractérisation, moi je le vois plus d'un aspect morpho. Caractérisation dans le sens voir comment c'est organisé, plutôt que voir quels effets. Donc, étude, ça doit être plus large. Combien tu lui mets pour sa petite performance? Combien lui mets sur 10 ou 20 comme tu veux. Je te mets 10. 10 sur 10. Hein. 10 sur 10. 10. Sur 10. Oui. Non, c'est validé. T'as l'impression dans ta gueule, Julia. Comment t'es horrible avec elle. Non, elle m'a mis 15,5, genre en mode c'était très bien, 15,5. Bah super. Très bien, c'est 18 ou 16, tu vois. Non, c'est validé. C'est 10 sur 10. Surtout qu'il y a plein d'aspects, ça touche un peu à tout. Donc bon, il n'y avait pas que du morpho, par exemple. Ouais. Alors, je t'ai compliqué la vie avec plein de régions chiantes et tout. Non, mais attends, on rentre dans le détail au bout d'un moment. On est aussi là pour ça. Regarde, je fais des schémas maintenant pour t'expliquer au fur et à mesure. Ça, c'est un putain de truc. En vrai, sachez qu'ils sont très beaux. Là, il y a une cellule que je vois et qui est magnifique.
Un neurone. La fluo moins, mais la fluo, c'est pour montrer que justement qu'en fluo on voit pas grand chose. C'était tout l'intérêt du schéma. Ils sont très forts, tu les fasses passer dans les stories de tes Ces horreurs là. Non, cette cellule nerveuse, elle est très belle. Oui, d'accord. Mais c'est pas des horreurs, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait des schémas pour faire les voies ascendantes, descendantes. Ça, c'est un poulet, ça? Non. Une cuisse de poulet, ça? C'est un muscle sur un os. Attendez, mais tu viens de dessiner Chicken Little? Non, c'était pour Zoé. C'est un muscle, un os. Quoi, c'est Zoé, ça? Regarde, je t'ai même fait des canaux qui sont avec la lumière. C'est pas incroyable. Du patch clamp. Du patch clamp, ouais. Du biphoton. Oui. Un biphoton. Le patch clamp, je comprends rien à l'électrophysiologie, sachez-le. Et ben voilà. Et ben tu veux un schéma? Bah écoute, t'auras tout ça dans l'épisode de Simon. Là. Il est pas beau mon hippocampe? Magnifique cet hippocampe. Voilà. Très belle. Donc j'ai fait plein de trucs. Et la synapse. La région du cerveau. Très beau. Voilà. Bah super. Et ben écoute, on va passer à nos petites recommandations culturelles pour terminer tout ça. Est-ce que tu as quelque chose à nous recommander? Oui, j'ai beaucoup hésité. Je savais pas quoi recommander. Je suis content en fait qu'on ait parlé de musique avant. Parce que ça m'a permis de glisser de la musique quoi qu'il arrive. Et du coup, je peux passer à un film. Et donc, je suis vraiment content. Je pense que mon film, ça sera, du coup, Marocco, c'est un film qui s'appelle Everything Everywhere All at Once. Bien évidemment. Qui est juste exceptionnel. 11 nominations aux Oscars. C'est fou parce que juste c'est magnifique. Visuellement déjà, c'est très beau. Il y a des scènes d'action de fou. C'est émouvant, c'est drôle. Voilà, c'est produit avec pas non plus tellement de moyens, donc c'est quand même assez stylé. Et puis parce que juste la morale de l'histoire, c'est soyez gentils, et donc ça me suffit de ouf. Donc c'est juste trop bien. En tout cas, moi, c'est la morale que je retiens. Je suis assez d'accord avec ça. Pour moi, ça a été la morale du premier visionnage, et quand je l'ai revu une deuxième fois, moi j'ai chialé comme merde. Mais oui, moi j'ai pleuré à chaque fois. Au même moment, à chaque fois, je me fais avoir. Et c'est même plus que la gentillesse, c'est comment un film aussi starbé, taré et qui mais qui en fait des caisses prône à ce point la simplicité. Oui. Et c'est pour moi, c'était vraiment ça le message de fin, c'était de se dire accepter la simplicité. Oui, c'est vrai qu'il y a de ça. Même il y a des rapports de famille et tout qui sont trop chouettes. Ouais, de ouf. C'est trop bien. Et puis je défie n'importe quel être humain de regarder Dan Hui Kwan, l'acteur principal, un des acteurs principaux, recevoir son Golden Globe et ne pas pleurer devant, tout simplement parce qu'il est adorable cet homme. Voilà. Donc, et en plus, il est face à Steven Spielberg qui lui a donné son premier rôle au cinéma. Exactement, il a plus joué dans un film depuis 1000 ans, depuis des Indiana Jones, etc., les Goonies, tout ça. Et c'est fou de le voir, il est si ému, rien que ça, moi, à un moment donné, ça m'a reboosté. J'avais une petite larmiche, mais une larmiche positive. Mais même elle fait, quand son discours au Golden Globes, il est incroyable. Je l'avais repartagé sur mes réseaux. Et l'extrait de Canal+ se coupait au moment où il y a la musique qui part, et puis elle fait « Oh, ferme ta gueule !» Juste ferme ta gueule. J'ai 60 ans, je suis asiatique, je viens d'avoir un Golden Globes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, et on va les dire maintenant. Putain. Michelle Yeoh, exactement, c'est ça. Exceptionnelle elle aussi, d'ailleurs. Ah putain. Juste, elle joue dans les films d'action de fou à chaque fois, parfois, avec des chorés de malades. Puis vraiment, c'est le point central de ce film. Il y a toutes les relations et toutes les choses qui sont travaillées se font à travers elle, quoi. Donc tu te dis putain, mais il y a pas une personne qui ne peut pas ne pas se reconnaître dans ce personnage, quoi. Oui, c'est vrai. Mais, même si j'aime beaucoup le perso du père, du coup, parce qu'il est en fond, en fait, et je ne dis pas trop, mais il y a un truc dont on le découvre à la fin un peu aussi, et c'est chouette de le voir, de voir ce truc-là. Moi, je me suis pris un peu une petite claque à ce moment-là. Ah ouais, ça a été. Je suis sorti du ciné. Je suis ciné, j'ai pas parlé, tu vois. J'ai tellement ri, pleuré pendant la première fois que je l'ai vu, et puis je l'ai revu, et je me suis dit bon, maintenant je sais tout ce qui va se passer. J'ai refait pareil, j'ai juste ri, pleuré. J'avais juste vu avant d'aller voir au cinéma, et je suis complètement d'accord. Il y avait un avis sur Sens Critique qui disait juste la scène des cailloux, meilleure scène du cinéma. Oui. La scène des cailloux. Regardez ce film si vous l'avez vu. Juste pour ça. Pensez aux cailloux. Elle est exceptionnelle. C'est long, mais c'est si drôle en fait. C'est ça qui fait que c'est trop bien. Et surtout quand tu sais qu'à la base ces mecs-là, ils avaient fait Swiss Army Man. Qui moi j'avais pas trop accroché. Non, moi non plus. C'est un peu long comme van. Avec Radcliffe. Avec Daniel Radcliffe qui joue un zombie pétomane. Voilà, oui. En fait, il y a des grands moments de comédie, mais il y a des grands moments de longueur. Et alors, si j'avais un petit peu peur par rapport à ça, et quand je suis allé le voir, j'ai fait ouais, non, en fait. Mais moi, il est sur ma liste de films matés, mais s'il est pas terrible, je vais peut-être l'enlever. C'est pas qu'il est pas terrible, c'est que t'as d'autres choses à voir avant, je pense. Oui. Si t'as rien à voir, mate-le parce qu'il est drôle quand même. Mais c'est pas la priorité. Ça n'arrive pas à la cheville d'Everything Everywhere. Si tu veux faire des A24, il y en a plein d'autres à faire avant, quoi. Ok, super reco. Je sais pas si on l'avait déjà recommandé, mais
ça sort de plus en plus. Je pense que ça va être vraiment un film qui va marquer une génération. Oui, il est trop bien, vraiment. Vraiment, vous voyez ce film, par pitié. De fou. Toi, Laura, t'as une petite reco? Ouais. Bah moi, du coup, je vois que t'as des tatouages et donc du coup, je fais une reco de tatou. Let's go. Mais je vais pas recommander des Pokémon. Oui, je voilà, comprends. Bon, ouais, pourquoi pas? Je pourrais, mais c'est pas ce genre de truc qu'elle fait. Je parle pas dans le micro. Faut que j'y réfléchisse 2 secondes. Vas-y. Pendant ta reco, j'y réfléchirai. Du coup, je recommande une tatoueuse de Bordeaux qui a un compte Instagram qui s'appelle mycelium.gallery. Ok. Donc mycelium, MYCELI. On va le mettre en description. Ouais, voilà. mycelium.gallery. Et qui est sur un salon de tatouage qui est à Bordeaux là, ce week-end. Donc évidemment, ça sera passé quand on diffusera l'épisode, mais qui était au Blonde Vénus. Qui se passait à la voilà, comme ça, moi, je pourrais avoir des flashs et vous, vous irez la prendre rendez-vous chez elle. Et elle fait des tatouages trop beaux parce qu'elle fait des tatouages en mode négatif sur les fleurs. Au lieu de faire les contours, elle fait le négatif de ça. Et moi, je veux ça, en fait. Okay. Donc là, je pars sur ça dimanche. La chance que je sois pas là ce week-end. On va se battre. Alors, je sais pas si ce sera un événement régulier. Tu me laisses ou pas, les fleurs. Non, mais je ne serai pas là, malheureusement. En gros, Blonde Vénus va organiser cet événement qui s'appelle Les Dimanches qui piquent. Et Oui. je me demande si du coup ça va pas devenir un truc un peu régulier quand même. Ça a l'air trop drôle. Ah oui, ça a l'air très très bien. Genre une fois par mois ou un truc comme ça. Et voilà. Son Blonde Vénus, c'est trop bien. Oui. Allez à Blonde Vénus. Si vous êtes à Bordeaux, allez à Blonde Vénus. Voilà. Donc c'est Marocco. Il y a des lotos drag queen, c'est incroyable. Allez au Magnus aussi. Exceptionnel. Oui, le Magnus, c'est très très chouette, ouais. Oui, très bien le Magnus. Le Magnus. Le Magnus, c'est il y a un Minus et un Magnus. Et le Magnus, c'est celui qui est proche de Péberlan. Et là-bas aussi, il y a des drag shows, etc. Il y a des open mic. Ça se développe beaucoup les drag shows à Bordeaux. C'est très très chouette parce que moi j'adore ça. Ça a été une découverte il y a 2-3 ans et le fait que maintenant ce soit instauré partout. Moi, j'ai découvert ça mardi. C'était très fun. C'était très bonne ambiance en tout cas. Voilà. Ok. C'est la tatoueuse quoi. Je vais regarder direct. Merde, je suis pas du tout vers le bon truc, excusez-moi. Voilà, moi je vais vous recommander, vu qu'on a parlé de musique, je vais reboucler sur la musique du coup. Et je vais vous recommander un film sur YouTube, c'est un court-métrage de 25 minutes. Et c'est une sorte de court-métrage live de Dijon, un artiste anglais je crois, ou américain, j'ai un doute. Faudra que je recherche. Il fait un film qui s'appelle Absolutely, qui est du coup une sorte d'adaptation de son album en live. Et c'est des potes à Laura qui m'ont montré ça un soir. Je crois que c'était le lendemain de la défaite, le jour de la défaite de la Coupe du Monde de la France. Et vraiment, ils étaient en mode, alors il est l'heure de mettre des trucs comme ça. Et c'était incroyable. Et j'ai pris ma claque. Il y a des morceaux comme Annie qui me parlent vachement. Et j'ai adoré. Et franchement, écoutez Dijon, mais matez le film. Le film est incroyable. Voilà. Je vais regarder ça aussi. Tu vois, ça se fait 25 minutes et ça se fait extrêmement bien. Trop bien. Au début, tu es dans une petite maison et en fait, tu les suis tout le temps dans cette petite maison et je te spoil pas trop ce qui se passe. Oui. Mais en gros, petit à petit, en fait, ils expérimentent de plus en plus. Il y a vachement d'idées et la grande question que se posait tout le temps, du coup, les potes de Laura avec qui j'avais maté, c'était du coup, est-ce que c'est joué ou est-ce que c'est pas joué? Ah oui. Parce que du coup, vraiment, le gars est en transe pendant les 25 minutes. C'est très chaud, du coup. Incroyable. Par contre, c'est de l'émotion pure. T'as des petits moments très expérimentaux, genre ils font une reprise de Analyse Morissette, où vraiment tu le vois sortir de nulle part. C'est juste au bout d'un moment, le mec au violoncelle il pète les plombs et il commence à faire un tu fais ok d'accord, très bien. Bonjour d'abord. Ouais, c'est ça. Et c'est trop bien. Et vraiment, ça se fait d'une traite. L'image est super belle. Je rêverais de faire ça sur Bordeaux. Je vais essayer d'aller contacter des gens qui voudraient le faire. Et en vrai, c'est trop bien. Voilà. Trop bien. Dijon, trop bien. Dijon, incroyable. De Dress. Écoutez, ce son Dress, trop bien. Ouais, Dress, je sais plus. The Dress, ouais, je crois. C'est magnifique. Je vois aussi les tatouages en même temps. C'est très beau. C'est tellement beau. Très beau. Oui, heureusement que je ne suis pas là ce week-end. Je serais certainement allé me faire tatouer à Blonde Vénus. C'est très beau. Bon, écoute, merci beaucoup d'être venu, Thibaut. C'était très content de t'avoir reçu dans ce podcast. Merci beaucoup à vous. C'était super chouette. J'ai adoré cette expérience. Si vous avez aimé cet épisode, à votre avis, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Eh bien, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming comme Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Ocha, par exemple. Et j'en passe. Voilà, et j'en passe. Vous pouvez nous laisser des commentaires et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le compte Instagram que je tiens de temps en temps, quand j'ai le temps, quand j'y pense, pour regarder nos super stories et voir les posts des gens dont les épisodes sont sortis. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le Discord qu'on met pas à jour. Pas trop, mais peut-être que ça va. Ça va arriver un jour, peut-être. On diffuse quand déjà ? Du 13 au 19 mars. 13 au 19 mars.
Parce que voilà, moi fin mars normalement je vais bientôt changer de travail, donc du coup j'aurai plus de temps et je vais peut-être pouvoir m'occuper un peu plus du Discord d'ici là. Donc vous pouvez venir sur le Discord, Robin va s'en occuper. occuper. Dès maintenant, de toute façon venez dès maintenant, même si ça se passe pas grand chose, au bout d'un moment il va se passer des choses. Voilà. Activez la cloche. De toute façon vous êtes tous des geeks, on va tous venir jouer aux jeux vidéo. Oui, au bout d'un moment, c'est ça qui va se passer. J'ai toujours pas de caméra pour faire du live, mais dès que j'ai réussi à brancher ma caméra, on va se lancer sur des trucs. Sur Twitch direct. Mais oui, il faut. Et vous pouvez retrouver évidemment les autres podcasts de Audio Mouri, à savoir Toujours dans les bons coups, animés par Robin et Léane. Et Divine Feminine qui parle d'amour et de musique, mais surtout de toi. Oui, parce que j'aime beaucoup parler de moi. Oui, et aussi Parle aux sensibilités, qui est le podcast écrit par Jean et Lucille, qui est hébergé chez Audio Mouri le temps qu'ils sont en vacances. Ils envoient beaucoup trop d'images. De photos sur cette conversation jaloux. Voilà, super, je crois qu'on a tout dit, c'est bien. Mais voilà, partagez cet épisode autour de vous et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Taisez-vous. Salut. Salut.